La République démocratique du Congo, géographiquement parlant, est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie, avec 2 345 410 km². Riche en ressources naturelles, la RDC est un pays solution qui joue un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, et bienvenue dans votre émission Jeunesse la Relève. Bonjour, chers tous. Bonjour. Depuis le temps, la RDC est connue pour sa richesse brute, entre autres le sol et les sous-sols. Cependant, ceci est une bénédiction et en même temps une malédiction pour la RDC, qui fait d'elle une proie parfaite pour tous les prédateurs mondiaux. Alors, une question se pose sur cette table. Comment faire de la RDC un État puissant et incontournable dans le nouvel ère mondiale? Chers tous, à vous la parole. Merci pour la parole. Moi, c'est Kasonga Trésor. Je suis juriste internationaliste. Comment faire pour rendre ou faire de la RDC un État puissant et incontournable à l'ère mondiale, nouvelle ère mondiale. Dans la nouvelle ère mondiale. Nouvelle ère mondiale. Déjà, je voulais d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, parler de la RDC. La RDC, c'est un pays d'Afrique situé au centre qui a une superficie de 2 345 310 km², avec une population d'au moins 103 millions d'habitants. La RDC, c'est un pays potentiellement riche en ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les minéraux, notamment en ce qui concerne tout ce qui est dans les sols et les sous-sols, la forêt. Donc, naturellement, c'est un pays, on peut dire, béni. Mais concrètement, ou du point de vue réel, un pays quasiment pauvre. Alors, la question, c'est de chercher pourquoi ça tarde encore à venir. Je parle de la montée en puissance ou de rendre de la RDC un État puissant. C'est pour cela que nous sommes ici pour réfléchir ensemble avec nos co-débatteurs. J'en profite d'ailleurs pour les saluer. Nouvel ordre mondial. Déjà, c'est quoi? Ça a commencé déjà il y a de cela par rapport à l'historique. C'est avec la Société des Nations où le nouvel ordre mondial était celui du recours à la force pour les États. Donc, lorsqu'il y avait des différends entre les États pouvaient recourir à la force pour régler leurs différends. Mais avec l'avènement de l'ONU, ça a changé. On a mis de côté tout ce qui était recours à la force. Avec l'ONU aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité de l'humanité comme nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, après la chute du mur de Berlin, en 1989, la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, le président Bush a tenu les discours, c'est lui, d'un nouvel ordre mondial à cette époque-là, qui était essentiellement basé sur l'unipolarité, c'est-à-dire on voyait qu'une seule puissance sur la scène internationale, donc un seul État qui dominait les autres États. Et à l'occurrence ici, c'était les États-Unis qui étaient, n'est-ce pas, le premier ou qui dominait les autres. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est plus, on a passé cette tendance d'unipolarité. On est aujourd'hui à un monde, on parle d'un monde multipolaire. Donc, où il y a aujourd'hui l'émergence de plusieurs puissances, notamment la Chine, notamment le Japon. Il y a aussi l'Inde, voire même la Russie,
qui a remis en cause cette unipolarité que les États-Unis pensaient avoir donc comme un État puissant avec la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Alors, que peut faire la RDC pour, n'est-ce pas, devenir un État puissant? Déjà, du point de vue ressources, je nous rappelle, on est déjà, on peut dire, puissant. Mais ce qui manque à la RDC, c'est d'abord la question d'hommes politiques. On a un problème d'hommes politiques ou des leaders capables de mettre en place des politiques pouvant amener, n'est-ce pas, la RDC à la place où il faut. Nous avons des potentiels aujourd'hui. On parle d'un nouvel ère mondiale, celui de l'environnement, donc avec tout ce qui est comme problème des changements climatiques. Et la RDC, nous savons tous, constitue sur le plan mondial le deuxième poumon sur le plan de l'environnement. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces potentiels, la population souffre, les PIB, on ne peut même pas en discuter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, c'est celui des politiques, et la RDC doit veiller à cela en créant des politiques capables d'attirer, donc des politiques attractives pour les investisseurs. Parce que après la colonisation, ce qui a été comme erreur pour la RDC, c'était celui avec les dirigeants d'après la colonisation, de chasser d'abord les entreprises qui étaient en fait en train d'acheter nos minéraux et ils les transformaient ici. Et toutes ces entreprises-là sont parties s'installer à Anvers, en Belgique. Et aujourd'hui, Anvers, en termes d'infrastructures, ces entreprises ont construit des infrastructures là-bas et Anvers s'est développé. Et ici, on commence à exploiter les minéraux, on part vendre ça à Anvers, alors que ces entreprises étaient ici. Mais vu qu'il y avait une mauvaise politique, ces entreprises ont voyagé. D'ailleurs, si je prends le cas du Nigeria, qui est aujourd'hui les premières puissances au niveau africain, le Nigeria, au-delà du pétrole, il se développe aussi par rapport aux films qui sont tournés là-bas, qu'on voit ici à la télé Nollywood. Comme le Sénégal aujourd'hui, il est en train de s'émerger en ce qui concerne, n'est-ce pas, juste l'exploitation, la production des arachides, mais également des poissons. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Sénégal, nous avons des métros et autres choses. Alors, par rapport à la RDC, comme je l'ai dit, il faut d'abord, les problèmes, c'est à deux niveaux, sur le plan interne et sur le plan international. Sur le plan interne, nous devons d'abord tous nous mettre autour d'une table, réfléchir, voir comment on peut, par rapport à nos ressources naturelles que Dieu nous a données, en bénéficier. C'est-à-dire créer des politiques, notamment sur les codes d'investissement, sur l'imposition, pour que les investisseurs soient attirés et puis les convaincre à pouvoir s'installer ici pour créer des emplois, créer des richesses. Merci. Et pour finir, travailler également sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, on parle de la montée en puissance de nos FARDC qui se sont dynamisés pour n'est-ce pas, faire face au M23. Et sur le plan international, il faut revoir les objectifs de politique étrangère. Nous devons nous imposer sur le plan international, que ce soit dans les organisations internationales. Aujourd'hui, on parle du BRICS, qui est une organisation internationale. Je signale qu'il y a beaucoup de gens sur cette table. Pour finir, qui est une organisation internationale réunissant des pays émergents dont la RDC n'est pas là. Donc, on voit que la RDC est elle-même d'être un pays émergent. Donc, c'est encore trop
prématuré de parler d'un État puissant alors qu'on n'est même pas encore émergent. On ne les compte même pas. Aujourd'hui, on a accepté même l'Argentine dans les BRICS, mais il n'y a pas la RDC. Merci. Donc, c'est un peu ça. Ok. Je tiens à signaler que nous devons chercher à être brefs pour avoir plus de temps au débat. Comme je le disais tantôt, en tout cas, synthétiser un peu pour laisser la place plus au débat. Parce qu'à chaque émission, ça fait plusieurs numéros déjà que on est en train, à court de temps, on finit pas les débats. Et je suis obligée d'arracher la parole. Donc, de grâce, soyez brefs. Justement, enfin, je suis l'étudiante Zola Mage. Je suis de l'université de Kinshasa, précisément de la faculté de droit et dans le département de droit international public ainsi que relations internationales. Ce matin, dans toutes les questions, nous parlons de que peut faire la RDC pour devenir un État puissant et incontournable dans un nouvel ordre mondial. De manière brève, je ne serai pas vraiment longue, en tout cas parce que mon prédécesseur a déjà beaucoup dit, en tout cas. Et moi, je me baserai plus, en fait, sur, du point de vue ses ressources, en fait, du point de vue ressources. La RDC possède plus de richesses qui, de par ses ressources, fait d'elle déjà un État puissant. Mais cela ne veut pas dire que non, sur la scène internationale, elle demeure puissante. Voilà. Ce qui fera d'elle puissante au monde, ça sera rien d'autre que celle qu'elle possède. L'on dit souvent la plus belle femme donne ce qu'elle a. Et donc, de ce que l'on dit déjà, nous partons déjà à dire que, en fait, la RDC ne peut que donner ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est ce que tout le monde en vit aujourd'hui. Ce que tout le monde, en fait, tous les États, en fait, extérieurs, en vit, en fait, déjà. En vit de la RDC, d'où il est nécessairement, en fait, il est important que la RDC, en fait, qu'elle voie d'abord ce qu'elle est. Premièrement, la reconnaissance, en fait, qu'elle reconnaisse ce qu'elle est et ce qu'elle a. Parce que l'on peut tout faire, l'on peut tout prévoir. En tout cas, mais si je n'ai pas la conscience de ce que j'ai, de comment gérer ce que j'ai, en tout cas, cela n'aboutira à rien. Et d'où de sa flore et faune déjà, en fait, la RDC peut, en fait, elle peut devenir une puissance. Moi, je pense même plus, pour qu'elle puisse être même pas une puissance, mais d'ailleurs, elle peut être la plus puissante. Parce que nous avions tout. Nous avions tous ces pays-là qui aujourd'hui sont des grandes puissances. En tout cas, ils deviennent des grandes puissances par rapport à ce que nous avions. Par rapport à ce que nous avions et d'où il est vraiment important, il est vraiment très important, comme l'a dit mon prédécesseur, revoir un peu la politique, mais également sur le point sécuritaire, et d'où je salue d'abord nos héros qui sont à l'est du pays, le FARDC en tout cas, et au moins, ils ont accepté de combattre et de défendre en fait notre pays. En tout cas, je les salue, mais aussi leur famille également, parce que c'est pas si facile de voir une personne laisser sa famille et combattre au nom de la nation, bien que ce qu'elle avait vraiment prévu. Mais de toute façon, j'ai à parler du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue économique également, du point de vue technologique. En tout cas, aujourd'hui, il y a de ces moments où il y a de ces choses en fait qui se passent, même dans des guerres en fait, il y a ces pays qui gagnent plus des guerres du point de vue technologique. Ils savent bien comment localiser, comment faire ceci, mais nous en tout cas nous sommes très loin dans ce qui concerne la technologie et en ce qui concerne l'économie. Là, l'économie je vois dans toutes ses formes et je crois bien que nous dirons d'autres choses. Si Madame Maria nous permet encore de les dire, sinon merci beaucoup. D'accord, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Rodrigue Amani, étudiant en droit international public et relations internationales. Je tiens déjà à préciser que nous parlons d'un sujet vraiment important pour notre nation, qui il semblerait est encore dans une forme de cécité, dans une sorte d'aveuglement dont il faut peut-être réveiller la conscience de tout un chacun, parce que c'est cela, même le rôle de la relève.
En fait, j'aimerais un peu nous choquer un tout petit peu. Chaque nation s'identifie par rapport à sa culture, par rapport à ses productions ou par rapport à ce qu'elle propose au monde. Nous avons des nations aujourd'hui, ça fait du bien quand nous entendons dire que tel pays est le premier producteur de tel produit. Tel pays est premier producteur de tel produit. C'est bien beau. Trésor a parlé ici du Nigeria, qui est aujourd'hui parmi les grands pays producteurs dans l'industrie cinématographique. C'est une évidence. Nous avons la Chine, qui est une grande puissance économique. Et comment elle s'est développée, comment elle a atteint ce niveau-là jusqu'à devenir aujourd'hui incontournable. C'est parce qu'elle a adopté une certaine politique dans certains domaines qui ont fait de lui et d'elle aujourd'hui incontournable. On peut parler de tous les États, mais on ne manquera pas de parler de la Chine, on ne manquera pas de parler de la Russie, des États-Unis. Pourquoi? Au-delà, parce que beaucoup fustigent l'ingérence occidentale des États-Unis parfois dans les affaires internes des États, mais au-delà de tout, il y a un aspect qui leur donne cette puissance. C'est parce qu'ils sont d'abord producteurs, ils sont d'abord travailleurs. Aujourd'hui, la RDC manque une référence. Manque une référence même d'identité. Nous avons une crise d'identité en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas nous situer et nous ne savons pas quels sont nos points forts. Et ça, c'est dangereux pour une nation. Donc, la RDC à ce jour, c'est une nécessité qu'elle fixe d'abord ses priorités, qu'elle fixe ses points forts et qu'elle ait une identité en termes de production. C'est par cela qu'elle se fera respecter. Aujourd'hui, nous avons parlé des ressources naturelles. Nous avons plusieurs ressources naturelles. Aujourd'hui, quand il y a nous entendons sur le plan armement sécuritaire, aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Corée et tout, qui envoient des armes à travers le monde. Mais les produits, les matières premières pour fabriquer toutes ces armes viennent d'où? Au Congo, nous avons une grande partie. Nous produisons une grande partie dans la fabrication de tous ces matériels. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi en faire notre point fort? Nous avons une richesse, nous avons une faune, une flore très riche. Il faut qu'on se le dise. Mais pourquoi ne pas en faire notre point fort et devenir incontournable sur le plan mondial dans cette matière-là? Moi, je pense que si nous allons en désordre, nous aurons du mal à fixer nos priorités. Et si nous ne savons pas nos priorités, nous aurons du mal à identifier les points qui feront de nous un État puissant et incontournable. Donc, j'aimerais ici, je donne directement en termes de propositions, que la République démocratique du Congo, oublions, nous avons nos ressources naturelles, nos matières premières, c'est une évidence, mais oublions, pensons d'abord à la revanche du sol sur les sous-sols. Pensons à l'agriculture. Nous avons une terre arable estimée, j'oublie les chiffres, mais au moins nous sommes parmi les top 5 ou 10, quelque chose comme ça, des pays à forte potentialité agricole. Et donc, nous pouvons en faire de ça un point fort qui fera de la RDC incontournable comme une puissance agricole, une puissance économique. Voilà un peu ce que moi je pense. Merci. Bonjour, moi c'est Emmanuel. Je vais aller un peu dans une autre présentation. Je suis militant de droits de l'homme ou encore activiste de droits de l'homme. Emmanuel qui? Emmanuel Mabunguta, activiste de droits de l'homme et militant du mouvement Justice en Action. Alors, comment faire de la RDC un État incontournable dans le nouvel ordre mondial? Moi, je partirai de mon indignation pour relever les quelques points qui pourront faire en sorte que la RDC devienne incontournable. Déjà, il faudrait se dire, ou encore se dire la vérité en face. Sur papier, la RDC est incontournable. Sur papier, tous les signaux sont bons.
Nous avons les richesses, nous avons le sous-sol, nous avons nous avons le sol même, nous avons la ressource humaine, nous avons la ressource humaine, nous avons toutes les potentialités pour être incontournables. Mais l'autre problème, parce que j'ai dit je parle de mon indignation, c'est deux aspects, c'est basé sur deux aspects. Il y a sur le point de vue international et du point de vue interne. Sur le plan international, il y a une sorte de conspiration contre la RDC. On n'a qu'à voir ce qui se passe à l'est du pays, vous verrez clairement que il y a une conspiration, il y a une indifférence de la part des autres États, même ceux qui ne sont voisins. Et tout ça part d'un constat. Ils ont beaucoup de richesses qu'ils n'arriveront pas à gérer. Faisons quelque chose pour que nous aussi nous jouissions de cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais au-delà de cette conspiration internationale où tout le monde a les yeux rivés sur nous, mais aussi il y a l'autre aspect interne. L'autre aspect interne, c'est qu'au niveau de notre pays, il y a déjà une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, j'ai dit que la RDC sur papier est incontournable. Mais dans la réalité, aujourd'hui, regardez, la RDC, tous les métaux rares utilisés aujourd'hui qui font en sorte que les grandes industries, les multinationales fonctionnent, se trouvent en RDC. On a le cobalt, on a le coltan, on a tout ça ici. On a même les firmes ou encore les maisons de toutes ces firmes ici, à l'est du pays. On n'a qu'à voir les fameux procès Mongachouche où on voit une industrie minière vers Roubaïa. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà une mauvaise gouvernance là-dedans. Deuxièmement, au-delà de cette mauvaise gouvernance, mais le climat des affaires n'est pas bon. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Si l'on veut que la RDC devienne un État, encore un pays incontournable, il faudrait quand même qu'il y ait un bon climat des affaires. Ce climat des affaires, regardez aujourd'hui dans notre pays, toutes les banques sont tenues presque par les étrangers. Tous les supermarchés sont tenus par... Excusez-moi, je n'aimerais pas citer les nationalités, mais au moins par les Asiatiques. Regardez aujourd'hui, même la vente en détail des produits sont vendus par les étrangers. C'est cela même les mauvais climats des affaires. Aujourd'hui, pour aller créer une entreprise, des facts, on vous dit clairement, vous avez besoin de tel dossier, vous avez besoin de ça. Mais en allant sur le terrain, on vous dit clairement que non, au-delà de tout ça, pour le dossier qui est de Mbangou, il faut payer Sambon. Au-delà de cette mauvaise gouvernance, moi j'ai toujours dit ceci, j'ai un principe, il ne faudrait pas dédouaner l'État de ses responsabilités. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire non, vous voyez, si les choses ne marchent pas, il faut un changement de mentalité. Mais après, ça fait quoi? Il y a une théorie en droit, on appelle la théorie du Léviathan. C'est-à-dire que nous, tout ça, nous ne pouvons pas diriger. Nous prenons chacun une portion de notre pouvoir, on le donne à quelqu'un que l'on crée comme État. C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui doit entretenir les routes. C'est lui qui doit contraindre les gens à respecter la loi. On sait que dans ce pays, il y aura toujours des gens qui ne vont jamais respecter la loi. Et cela revient à l'État de le contraindre. On sait que dans ce pays, il y aura toujours un petit enfant qui va devoir jeter sa bouteille dans le caniveau. Mais l'État doit venir curer. Parce qu'il ne faudrait pas dire non, les Congolais, il faut un changement de mentalité. Mais ne donnons pas aussi l'État de ses responsabilités. Parce qu'au-delà de tout ça, on a des dirigeants, j'ai parlé de la mauvaise gouvernance, on a des dirigeants, mais ces dirigeants, apparemment, ils n'ont pas la conscience qu'ils gèrent un grand État. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu récemment le président de la République aller discuter, faire appel au président du Brésil pour discuter sur les questions environnementales. Toutes les catégories, encore toutes les personnes, encore tous les États tournent maintenant sur les questions environnementales. Mais chez nous au Congo, quelle politique environnementale nous avons aujourd'hui? Quelles sont nos perspectives? Parce qu'on peut bien beau dire que non, on doit faire de la RDC un pays incontournable. Mais ici en interne, les perspectives que nous avons. Parce qu'il ne faudrait pas attendre la COP, la prochaine COP pour réfléchir. Il ne faudrait pas attendre que l'on parle d'un nouveau minerai ou encore d'une nouvelle richesse pour que nous sursautions, nous disions, ah, ça se trouve ici au pays. Le domaine de la recherche aujourd'hui au Congo, c'est mort. Ça, il faudrait qu'on se le dise.
J'ai vu les gens relever ici que la montée en puissance de notre armée. Je suis pour les FARDC, je suis pour nos forces armées. Ils connaissent comment je le soutiens. Mais après, on ne parle pas de la montée en puissance d'une armée tant que vous sous-traitez encore votre appareil sécuritaire. Il ne suffit pas des tenues, des nouvelles tenues, hein. Il ne suffit pas d'avoir un nouveau commandement. Parce que même au niveau international, on regarde notre gouvernance aujourd'hui. Vous voulez qu'on arrête cette conspiration. Vous voulez qu'on mette nos yeux, qu'ils mettent leurs yeux sur la RDC, sur la situation de la RDC. C'est bien beau. Mais au niveau interne, on étale encore du tapis rouge pour les bourreaux des victimes. Pour tous ces détourneurs, qu'est-ce qu'ils en font? On le nomme encore. En gros, la réalité est celle-là. C'est une indignation. Mais au-delà de cette indignation, qu'est-ce que l'on fait? Il faudra avoir des perspectives. Jeunesse, nous sommes là, la relève de demain, nous réfléchissons. Mais après, nos travaux de TFC, nos TFE, nos mémoires, qu'est-ce qu'ils en font? Dans d'autres États, au lieu de prendre la comparaison quand on tue des gens, on prend la comparaison dans d'autres États. Il faudrait peut-être prendre aussi la comparaison comme dans les universités étrangères. Aux États-Unis, par exemple, vous avez Google qui recrute au niveau des universités. Aux États-Unis, par exemple, vous avez les services de renseignement qui recrutent au niveau des universités. Aujourd'hui, chez nous, on parle des services de renseignement. Parce que ne l'oublions pas. On peut dire que la RDC doit devenir un État incontournable, mais si on n'a pas des services de sécurité, encore les services de renseignement qui sont assidus, qui peuvent aller chercher de la matière et ramener au pays, rien ne marchera. Regardez la politique de la Chine aujourd'hui. Ils prennent les jeunes étudiants, ils les envoient aux États-Unis, en Russie, pour qu'ils partent se former. Mais aujourd'hui, chez nous, oui, on a vu des fondations qui donnent des bourses. Mais est-ce que c'est pour le compte de l'État? J'ai vu, excusez-moi, c'est un choix personnel que l'ami a fait, mais il y a l'un des boursiers qu'on a vu tous ici. Mais après, récemment, je venais de voir qu'il a obtenu son inscription à l'Académie militaire marocaine. Vous voyez, l'État perd. Alors que nous avons des académies ici. Ils sont allés apprendre. Mais pour quelle finalité? Oui, c'est des questions personnelles, mais au-delà de tout, c'est l'État. L'État se meurt. On ne doit pas parler de la mauvaise gouvernance, on ne doit pas réfléchir sur l'incontournabilité de la RDC sans pour autant nous-mêmes nous mettre à table. Nous ne pouvons pas nous mettre à table comme on le fait souvent avec les conclaves ou encore les dialogues, les fameux mots dialogues qui ne viennent que lors des élections ou encore à l'approche des élections. Non. Il faudrait à un moment donné qu'on se dise mettons-nous ensemble. Il n'y a pas nécessité maintenant, mais réfléchissons. Sortons par exemple une sorte de plan Marshall comme aux États-Unis. Sortons par exemple un programme ou encore avoir une perspective à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on a eu des programmes il y a de cela 5 ans, 10 ans passés où la RDC à l'horizon 2030. On approche de 2030. Qu'est-ce qui a marché? Au contraire, c'est un autre pouvoir qui arrive, qui change la donne, qui change une nouvelle politique et on recule d'un pas. On devrait se poser cette question. Moi, je voudrais, par exemple, partir de mon indignation pour que nous réfléchissions ensemble. Parce qu'on ne peut pas aussi blâmer la communauté internationale, encore la scène internationale, pour dire que, regardez, il y a une conspiration. Oui, nous l'admettons parce qu'on a une richesse. Mais s'ils veulent traiter, ils ne vont pas venir vers l'État parce qu'ils savent que si l'argent vient vers l'État, il y aura toujours des gens qui vont détourner. Et ils vont aller vers des privés. Ils vont aller vers ces personnes qui pensent qu'ils peuvent au moins leur fournir un grand service. Regardez aujourd'hui, par exemple, en matière du digital. Plusieurs chancelleries ou encore les missions diplomatiques au Congo sous-traitent au niveau des privés. Alors que nous avons des organismes étatiques du point de vue digital qui peuvent faire quelque chose. Mais ils craignent quoi? Le détournement, la corruption. Ils craignent un mauvais service. Et en cela, moi je pense que cette indignation pouvait pousser la RDC à réfléchir, à ne pas attendre seulement les nouvelles élections. En attendant, j'attendrai un débat. Je passe la parole aux autres. Merci.
Oui. Merci en tout cas. De prime abord, je me présente au nom de Abandi Adjapana, étudiant en 5e année de droit au département de droit pénal et criminologie. C'est un principe pour moi, chaque fois que je suis dans un plateau de télévision, je ne peux aborder le sujet sans pourtant parler ou soutenir nos frères de l'Est du pays. C'est parce que à chaque fois que nous avons cette occasion, on doit, pour une question d'ordre patriotique aussi, nous sommes obligés de toujours porter un regard à ces gens-là. Alors, comme je disais, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment faire de la RDC un État puissant, incontournable dans un nouvel ordre mondial. Cette question, en tout cas, mon intervention, je serai à la fois pédagogique et réelle à la fois. Vous savez, l'ordre mondial, en réalité, il faudrait d'abord décrire en fait des concepts. Parce que l'ordre mondial, en réalité, c'est un système. C'est un système et dans l'homme, en fait, il y a eu toujours des organisations pour essayer d'interagir ou de renforcer les rapports entre les hommes, entre les humains. Et alors, à travers ces rapports, il existe maintenant, parce que dans l'homme en soi, la conquête est dans l'homme. Et toujours dans cet aspect international, vous verrez que l'ordre mondial existe depuis la nuit des temps. Je pourrais même dire que c'est depuis l'histoire de l'histoire. Permettez-moi, pourquoi je dis l'histoire de l'histoire? C'est depuis qu'on parle de l'histoire que la conquête et l'ordre mondial existent. Je vais ramener un peu plus loin depuis l'heure même, parce que moi j'aime souvent prendre l'exemple de la Rome antique. Vous verrez qu'il y avait toujours de l'ordre des autres qui existait, où vous avez ces clans, les sénateurs qui dirigeaient l'autre côté. Alors, je vais d'abord aller dans l'axe international, externe, et puis je vais revenir à la fin au niveau interne. Au niveau international, en fait, pour avoir d'abord cette influence, il faudrait d'abord nous positionner. Et généralement, le positionnement, c'est ce qui manque la RDC à un moment. L'ordre mondial international, après les affrontements qui ont eu dans le 19e siècle et au début du 20e siècle, les hommes se sont entendus de ne plus recourir à la force. Vous verrez qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a la conférence de Yalta qui a permis à ce de mettre fin. Mais malgré cela, vous verrez qu'il y a eu une autre guerre, où cette fois-ci, ça sera juste des intimidations. Et moi, j'ai l'habitude de qualifier cela, c'est la dissuasion ou la paix. Je n'aime pas parler de la paix du monde. En fait, la paix de sécurité du monde, c'est une paix de terreur, où c'est la dissuasion nucléaire qui essaie un peu de garder encore l'équilibre du monde. Et moi, je les qualifie de l'équilibre de la terreur. Alors, comme je le disais tantôt que après cela, les États se sont entendus de mettre fin. Et après la Deuxième Guerre, les États qui ont remporté cette guerre ont essayé d'imposer ce que moi je qualifie de l'hégémonie, qui vont imposer leur puissance. Et entre eux, vous avez les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest. Les États-Unis et l'ancienne configuration de l'URSS, aujourd'hui devenue la Russie. C'est partant de cela où nous allons voir l'ordre mondial se dessine. Les États, les anciens États, ou les États qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale, ont essayé de créer en soi une force de l'ordre mondial, ou qu'on appelle le capitalisme. Où vous voyez qu'au centre du capitalisme, on voit le primaire individuel, le droit de l'homme, la démocratie. Et c'est tout ça qui crée déjà une force au niveau international. Et cette force internationale du capitalisme, vous verrez qu'au chevet du capitalisme, il y a les États-Unis ainsi que ses corollaires, que je peux quand même énumérer quelques États, où vous avez la France, vous avez la France, le Japon et tout ça, qui constituent cet bloc capitaliste et les pays fortement industrialisés. Et qui ont créé même leur bloc qu'on appelle les blocs des G7. Ce sont des pays fortement de pays qui ont une force au niveau diplomatique, mais surtout au niveau industriel. Et avec le temps, vu que l'homme est appelé à évoluer, il y a une autre naissance, une force. Et à partir de cette époque-là, on appelait déjà l'ordre mondial unipolaire, où c'était le capitalisme qui était en train de prendre l'emprise du monde. Mais après cela, vous verrez qu'il y a déjà les soviétiques qui se sont retirés de cette époque-là, parce qu'eux tous avaient demandé de mettre fin au recours à la force. Et
après cela, vous verrez que le pays soviétique et ses États ont essayé de créer un autre ordre mondial. Et que l'ordre mondial, c'est les communistes et socialistes. Et vous verrez qu'il y a la Russie, la Chine et l'Inde. Et plus tard, vers les années 2000, c'est déjà un nouvel ordre mondial qui se décide. C'est le nouvel ordre mondial du communisme. Et de plus en plus que le communisme évoluait, vous voyez que la force capitalisme est en train de perdre aussi sa valeur. Et vous verrez que vers les années 2006, que vous verrez que les BRICS viennent naître. Et les BRICS viennent naître, c'est un nouvel ordre mondial qui est venu d'abord essayer un peu d'être en guerre et installer directement ou l'instauration au niveau mondial de l'ordre mondial bipolaire ou on peut avoir multipolaire. Où c'est désormais, ce n'est plus le capitaliste qui va essayer un peu de imposer ou simplement d'essayer un peu d'influencer. Et encore qu'il faudrait énumérer une chose, que le nouvel ordre mondial, cette configuration est d'abord d'ordre idéologique. Parce que c'est l'idéologie internationale ou l'idéologie capitaliste qui dirige le monde. Mais actuellement, on a les bipolarités. Cela veut dire que je peux être communiste ou je peux être capitaliste. Alors, maintenant, il faut situer la RDC dans cet espace-là. La RDC, pour se fixer, moi je me dis, en tout cas j'ai toujours la tendance de dire cela, qu'il est temps pour nous peut-être de revoir encore notre tendance. Certes, on a l'économie qui est à cheval et introvertie, mais moi je me dis, il est temps pour nous réellement de voir d'autres axes, parce que l'homme est appelé à évoluer. Et c'est ça même dans la nature de l'homme, que moi j'ai toujours, l'insatisfaction de l'homme, cette insatisfaction, voulais-je dire, amène l'homme à même évoluer sur le plan positif. Et moi je me dis qu'il est temps pour nous de quitter cet axe capitaliste, parce que, en tout cas, plusieurs années nous sommes sous l'emprise capitaliste, mais en réalité, nous n'en profitons en rien. Je vais adhérer, mon ami qui a dit tantôt, mon dévancier direct, qu'il a dit que son indignation. Et je partage aussi cet avis, parce que j'ai oublié de le dire tantôt, que je suis coordonnateur aussi de l'ASB, la jeunesse républicaine, au niveau du coordonnateur national. Alors, au niveau international, la RDC, avant d'abord de pouvoir essayer parce que nous avons un sérieux problème aussi chez nous ici, la RDC, j'ai toujours dit, c'est comme un enfant sans parents. Ou quand on dit qu'aujourd'hui je quitte chez l'oncle, je vais aller chez la tante. Je vais aller chez la tante, je vais aller chez l'oncle. Et comme ça, la RDC n'arrive pas à se fixer. Simplement pourquoi? C'est parce que même ceux qui sont nos parents, ceux qui sont en relation avec nous, ne sont pas réellement les gens qui facilitent, qui permettent à notre évolution. Et c'est ça aussi le problème qui n'arrive pas à nous sortir de ces carcans. Si je peux l'utiliser, c'est ainsi. Alors, que faire? Que faire, voilà, c'est là que je vais arriver au niveau interne. Alors, je vais partager ça au niveau de 6 points qui vont permettre, je serai laconique toutefois, 6 points. En tout cas, j'espère pour toi parce que tu as Oui, 6 points les 6 points pour me permettre à la RDC d'être un État incontournable et fort. Non seulement au niveau international, mais au niveau même régional. Alors, le premier point, c'est la stabilité politique. La stabilité politique est simplement que la RDC doit se stabiliser au niveau politique. La stabilité politique permettra à nous d'attirer même les investisseurs. Et la stabilité politique commence par en faisant la promotion ou en garantissant et renforcer la démocratie, l'état de droit et à lutter contre la corruption. Et c'est ça. Deuxième point, c'est le développement économique. J'ai entendu, on l'a dit tous ici, même par plus d'un, que la RDC est un pays riche en potentialités. Mais ces potentialités ne peuvent pas être que parodiques. Sur la lettre, sur un papier, oui, la RDC riche. Moi, j'appelle toujours, c'est une chanson à la consommation du public. Riche. Mais concrètement, désolé. Alors, la RDC doit voir le côté développement économique. Cela va nous permettre, à travers les développements économiques, à s'industrialiser. Et non seulement à garder nos minéraux, parce que le problème avec nos minéraux, ce n'est pas seulement d'avoir nos minéraux, mais c'est d'avoir aussi à permettre à travers nos minéraux à avoir le développement. Donc, quand on n'a pas la possibilité de transformer, on peut vendre et à faire ces échanges qui vont permettre l'évolution. Troisième point, c'est le point... En tout cas, c'était juste... Troisième point, je vais aller rapidement. Le troisième point, c'est la formation et l'éducation.
Dans la formation et l'éducation, vous voyez que la RDC, parce qu'on a toujours l'habitude de dire, si tu veux tuer une nation, il faut tuer son éducation. Il faudrait renforcer l'éducation et valoriser la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, nous allons voir qu'il y a des formations pour permettre la main-d'œuvre et ça va créer même une initiative de la création d'emplois. Quatrièmement, c'est la coopération diplomatique. La RDC doit renforcer ou promouvoir la coopération diplomatique entre les États et les organisations internationales. Vous verrez que même c'est ça aussi qui vont encore permettre à la RDC d'avoir une force au niveau international. Et ça va même faciliter la paix et la sécurité durable au sein de notre nation. Cinquième point, je dirais facilement, la RDC doit encore promouvoir ou renforcer l'environnement. Parce qu'en réalité, au-delà de tout, c'est le sujet de l'heure. Moi, je partage de cet avis que la fin du monde, pour moi, ce n'est pas seulement de mourir, mais c'est la dégradation du monde de plus en plus quand on n'arrive pas à protéger notre environnement. Et la RDC, avec la forêt équatoriale, nous faisons parmi les poumons qui enseignent avec la forêt équatoriale, parce que nous avons la forêt amazonienne et la forêt équatoriale. Nous devons encore promouvoir ou renforcer ces points-là pour le développement de notre pays. Et ça va permettre au niveau international de peser. Et le dernier point, c'est le point de la culture et du tourisme. Vous verrez que la RDC a de patrimoine que je peux énumérer, que nous avons de parcs ici, des parcs nationaux. Alors, nous devons encore valoriser cela. C'est parce que ça va inviter les étrangers de venir vers nous. Je vais vous donner l'exemple du Thaïlande, donner l'exemple du Brésil. Ce sont des États où les visiteurs fréquentent de temps en temps. Et quand les visiteurs viennent, ils ne viennent pas même réduits. Ils viennent participer, ils viennent faire des histoires là. Et cela va augmenter le PIB du pays et à faire découvrir même la nation. Merci. Donc, en quelques mots, c'est ce que j'aurais à dire. Merci. Madame la journaliste, un commentaire? Voilà, merci beaucoup. De prime abord, vous saluer. Bonjour. Alors, je suis Bomba Tanjoko Daniel. Je suis étudiant en deuxième année licence des relations internationales à l'université de Kinshasa, mais aussi ambassadeur d'une association sans but lucratif, le Forum d'études de relations internationales de Kinshasa. Alors, ça, c'est à l'UNIKIN. Voilà. Je commence d'abord par féliciter tous les amis qui ont fait des exposés magistrales. Je peux même appeler ça comme ça parce que, en tout cas, c'est parti du réel, n'est-ce pas, aux scientifiques. Et je suis très content. Ça m'aide peut-être à faire à faire encore le condensé ou soit l'économie, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps de ce que j'avais prévu. Alors, je ne serai pas comme mon ami, mon dévancier principal, ou soit mon ami d'en face. Je ne serai pas comme même notre ami Kassonga, c'est ça? Alors, je ne serai pas assez scientifique, mais je serai plus pratique. Sur le terrain, d'abord pour cette émission, bien entendu, il nous a été demandé de réfléchir. Comment est-ce que la RDC peut se doter de moyens pour, bien entendu, devenir un État puissant et incontournable dans le nouvel ordre mondial? Alors, c'est une question, ce sujet est une question autour de laquelle il faudrait réfléchir. À cette question, je pense qu'une seule réponse est valable. Et la réponse en question est que la RDC se doit de développer ses facteurs internes du point de vue de puissance. Alors, à la question, on répond que la République démocratique du Congo se doit de développer ses facteurs de puissance au niveau interne. Je m'en irai tout droitement pour m'accorder avec certains amis qui ont parlé de la situation. C'est-à-dire la RDC devra d'abord se situer, s'identifier. Dans quoi, voyez-vous, il peut se rendre puissant et incontournable. Ainsi, avant de vraiment commencer ma matière, il faudrait dire que la puissance est d'abord sectorielle. Voyez-vous, on ne peut pas parler et même les États-Unis qui sont une superpuissance, elles ne sont pas, les États-Unis, ils ne sont pas dans tout le domaine, dans tous les secteurs de l'État. Non. La plupart de leurs secteurs se sont vus être développés
raison pour laquelle on est en train de parler de la superpuissance aujourd'hui. Alors, la République démocratique du Congo, en tout cas, il y en a plusieurs secteurs ou soit domaines comme ça, facteurs de puissance que l'on pouvait bien évoquer. Mais vu le temps, je préfère en évoquer seulement 3. Je vais parler de l'économie, je vais parler de la géopolitique et je vais parler de la géostratégie. Et ensuite, faire une proposition et finir. Alors, dans l'économie, bien entendu, je vais cumuler la situation de ressources naturelles. Ça a été vraiment beaucoup abordé ici. Les ressources naturelles, l'environnement, la flore et la faune et tout ce qui va avec. Vous savez, la République démocratique du Congo, madame, notre pays, c'est un pays qui est très potentiellement riche comme vous l'avez dit. Ça, c'est du point de vue théorique. Comme mon ami d'en face était en train de le dire, sur papier, ok, c'est bon. Mais après, du point de vue pratique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des problèmes très sérieux. Et donc, il faudrait d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que nous avons de plus fort. Nous développons ce secteur-là et nous nous organisons de manière à ce que demain après demain, parce que en tout cas cette puissance que nous sommes en train d'évoquer, c'est pas aujourd'hui. Ça arrivera à un horizon. Mais maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faudrait commencer à travailler là-dessus. Sommes-nous forts en quoi? N'est-ce pas en ressources? Les 70% des ressources, en fait des réserves mondiales même de ressources qui sont aujourd'hui éléments qui fait développer d'autres pays se retrouvent en République démocratique du Congo. Tout le métaux, bien entendu. Nous avons des cobaltes, nous avons le coltan et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, pour le réchauffement climatique, bien entendu, se présente, n'est-ce pas, comme pays solution. C'est tantôt ici à la COP26 qu'on en a évoqué même les concepts. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ici nous avons de métaux, nous avons de matières qui font que le monde aujourd'hui puisse migrer, n'est-ce pas, par exemple, de voitures à carburant, mazout, etc., à de voitures électriques. Alors, du point de vue pratique, qu'est-ce que nous faisons? Dans ces pays, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent en tout cas. Il y a des très belles idées, mais du point de vue pratique, qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la première des choses, madame. La deuxième des choses, c'est celle qui cadre avec la géopolitique. Aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui se voit être appelé puissance mondiale, je vais citer les États-Unis, je vais citer la Russie, je vais citer la Chine d'autre part, parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Il y en a tantôt des gens qui étaient en train d'évoquer ici la multipolarité. Je suis totalement d'accord. Mais maintenant, aucun pays, d'entre tous ces pays que je venais de citer, madame, n'est devenu puissant sans s'étendre dans d'autres espaces vitaux. Alors, cette géopolitique-là, c'est une stratégie que nous pouvons utiliser aussi à l'interne pour pouvoir... Je ne suis pas en train de proposer aujourd'hui à mon pays de faire la guerre à tous les espaces vitaux qui l'entourent. Non, que ce soit dans les grands lacs, dans la sous-région ou même dans la région, dans le monde. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de proposer. Mais il y a les soft power, parce qu'en relations internationales, il existe le soft power et le hard power. La puissance douce et la puissance par la guerre. Nous pouvons utiliser bien la diplomatie, des stratégies concrètes sur base de ce que nous détenons ici comme facteur de puissance, que nous nous rendrons disposés, n'est-ce pas, à pouvoir le développer. Et donc, nous nous étendons sur d'autres pays. Écoutez, on parle aujourd'hui de la France-Afrique qui est en train d'être brisée. La France-Afrique, c'est en fait cette politique-là de la France qui avait été mise en place pour que, qui est développement. Micro. Qui est développement, bien entendu, de cette politique, bien entendu, de la géopolitique. Nous étendons sur d'autres États, nous essayons d'apporter une certaine influence dans le bon, parce que nous avons des facteurs de puissance interne qui peuvent faire que l'on ait besoin de nous ailleurs. C'est comme ça que nous nous étendons. Voyez-vous? Et c'est de cette manière-là que l'on parlera. Parce que, écoutez, ce n'est pas, quand on parle de la puissance d'un État, ce n'est pas seulement le fait que vous êtes super puissant, vous êtes puissant. Non. Mais le fait aussi de jouer une bonne politique, ok, en termes d'influence dehors, ça fait que les autres sont en train de parler de vous.
Parce que, en tout cas, n'en déplaise qu'il veut, mais après, il y a cette histoire de souveraineté, ok, qui, en relations internationales, n'est acceptée, ok. La souveraineté d'un État n'est acceptée que par qui veut. Et c'est cela. Donc, la géopolitique, cette stratégie pourrait aider aussi la République démocratique du Congo à devenir aujourd'hui incontournable, déjà que nous avons beaucoup de facteurs internes que nous pouvons développer et ça fera l'affaire. Alors, la géostratégie. Essayez d'être bref. Je suis en train de finir, madame. Alors, la géostratégie. En République démocratique du Congo, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la situation. J'ai compati avec nos frères de l'Est. Je salue nos braves soldats qui font corps du FARDC. Mais après, notre pays aujourd'hui a besoin de développer ce secteur de la géostratégie. Nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin de nous investir dans l'armée. Tous les États, voyez-vous, même quand on évoque les concepts puissance, au-delà de parler d'autres facteurs, le premier facteur même qu'il faut évoquer, c'est le facteur armé. C'est très important. Nous pouvons bien parler, nous pouvons bien dire que la Chine est puissante du point de vue économique, du point de vue technologique, etc. C'est bien. Mais après, aujourd'hui, la Chine est aussi en train de s'investir sur son armée. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand l'on sera en train de monter en puissance, écoutez, en relations internationales, c'est un challenge. L'on viendra toujours chercher à nous faire la guerre. Surtout que, c'est vous qui l'aviez dit, en même temps, nos ressources naturelles constituent une bénédiction de par le Seigneur si nous savons les utiliser. En même temps, ces ressources-là peuvent constituer une malédiction si nous nous faisons suivre par tout le monde. Et c'est donc ça. Investissons sur l'armée. Cela pourrait aider le pays. Nous avons aujourd'hui presque 16 milliards. Je ne sais pas si j'ai bien annoncé le chiffre. 16 milliards en termes de budget. Mais dans notre budget là, combien est alloué à l'armée? Combien est alloué à l'armée? Et donc, c'est très important. Ce n'est pas que nous serons seulement en train de réfléchir parce que nous sommes face à un fait accompli, à une situation qui est en train de nous confronter. Non. Nous devons réfléchir déjà à l'amont parce que, en fait, diriger, c'est déjà prévoir. Donc, je propose comme ça le développement. C'est ça. Quand je répondais à la question, comment faire de la RDC un État puissant et incontournable dans le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui a déjà été abordé par plusieurs, j'y reviens plus. Mais nous devons développer nos facteurs internes. Ainsi chutant, madame, je me reproposais à notre pays de parler pratiquement 3 langages. Le premier langage que nous devons parler, c'est le langage de développement dans le but de merger nos facteurs internes. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Mais nous devons parler le langage de partenaires fiables. Ça, c'est très important. Dans le monde aujourd'hui, aucun pays ne peut se prévaloir le monopole de se développer seul. Et sans développement, on ne peut pas arriver à la puissance. Là, j'insiste. On ne peut pas parler de la puissance sans développement. Merci. Et donc, je suis en train de finir. Laissez-moi finir quand même, madame. Pourquoi vous prenez trop de temps? Alors, je pense que à cette allure, on n'aura même pas le temps de débattre. Bon, ok. C'est bon, j'énonce. Parlons de partenaires fiables, voyez-vous. Parlons notamment de... Je vais convenir avec mon ami, il avait si bien le dire. Parlons des hommes capables de conduire, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, la reconnaissance des spécialistes, pas seulement spécialistes, parce qu'on en a plusieurs dans les institutions, mais aussi patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils se doivent d'aimer le pays pour faire marcher les choses. Alors, dans le débat, peut-être nous étendrons. Merci, madame. Au prochain. Bien, merci. Bonjour, je m'appelle, au fait, Immaculée Michael Moupépé. Je suis étudiante dans la faculté de droit en droit international public et relations internationales. Alors,
En vertu de ce que nous sommes en fait en train de débattre ou encore de ce que nous avons comme thématique aujourd'hui, j'irai directement dans le fond, vu que mes dévanciers ont eu largement en fait abordé le plus opportun. Alors ça sera plus en fait évident que je puisse encore y revenir. Moi, je pense que en premier ou encore primo, l'État doit en fait faire prévaloir ses propres intérêts. Vu que avant de parler en fait au niveau mondial, devons tenir compte de l'interne, en fait, l'interne du pays, la situation interne du pays ou encore la posture interne du pays. Vu que déjà de l'interne, si l'interne en fait n'est pas bon, cela ne peut pas en fait avoir quand même quelque chose de l'impact sur le niveau externe. Donc, l'État doit faire prévaloir ses propres intérêts qui sont centrés sur le facteur de la puissance, comme mon dévancier, au fait, vient de le dire. Donc, l'État doit prévaloir ses intérêts qui sont en fait centrés sur le facteur de la puissance. Alors, dans le facteur de la puissance, moi, je vais plus, au fait, m'aligner ou encore m'accrocher dans le facteur économie. Pourquoi le facteur économie? Parce que déjà, on doit savoir, l'économie joue un très grand rôle. Et partant d'ailleurs de cette thématique, je pense au fait à la place de dire comment faire de la RDC un État puissant et incontournable sur l'ordre mondial. Je pense d'ailleurs, on doit d'ailleurs commencer de la génétique ou encore du point de départ. Moi, je pense que ce sera d'abord question de parler sur le développement du pays lui-même d'abord. Alors, compte tenu de ça, l'économie joue un très grand rôle, concernant en fait le développement d'un pays. Pourquoi est-ce que je parle de l'économie? Et parce que l'économie, en fait, lorsque l'État est un État en fait fort économiquement, cela nous permet beaucoup. C'est là aussi en matière en fait d'armement, comme mon dévancier l'a dit, ça joue aussi beaucoup. Donc, en matière d'armement, déjà, si l'économie est bonne, l'armement aussi, ça peut, en fait, l'économie peut aider à financer, en fait, la matière, en fait, d'armement. Et dans l'économie, là, je vais plus rester dans le secteur de la production. Pourquoi dans le secteur de la production? Si on voit déjà sur la scène comme ça internationale, signalons qu'un État ne peut jamais aider un autre État à se développer. Ou encore, il y a mes dévanciers ou mes prédécesseurs, en fait, qui ont dit que non, il s'agirait, en fait, d'un complot sur la scène internationale. Bon, de toutes les manières, ça ne peut qu'être, en fait, un complot. Vu que déjà, un État, primo, vise ses propres intérêts avant de voir les intérêts de l'autre. D'ailleurs, c'est même pas question de viser les intérêts de l'autre. Non. L'État vise d'abord ses propres intérêts. D'où chez nous, en RDC, l'État congolais doit développer une boulimie, au fait, d'économie. Ou encore, je peux dire, une boulimie de finance. Oui, ça doit en fait, consister en une maladie vraiment, ou encore un besoin très accru pour essayer de remanier ou essayer de rehausser, au fait, le niveau économique. Pourquoi je parle de la production? Vu que déjà, dans le facteur de la production, on doit tenir compte un État qui produit, c'est un État puissant. Récemment, déjà en 2021, si je me trompe pas, j'ai regardé dans les infos et quand je regardais, j'ai vu que non, il y avait le Kédien qui avait, grâce au fait, juste à la production de thé, il avait réussi à amasser $1 million, quelque chose comme ça. Juste par la production de thé. Vous voyez déjà l'impact que cela a sur l'économie du pays. Donc déjà c'est bon. Et une fois fait que l'État en fait est en train de produire, l'État aussi doit plus miser sur l'importation. Donc l'État il produit d'abord primo pour que cette production ou encore ces produits soient consommés à l'interne, mais aussi soient importés, donc soient consommés en fait à l'externe. Donc l'État doit plus au fait mirer côté production et exportation en fait de ces produits, les produits qu'il développe. Donc c'est pas bon en tout cas pour l'État de démarrer toujours dans le brut au fait. Donc le produit qui est extrait directement, voilà, d'où il provient, ils sont consommés et puis restés à l'interne.
Et partant de cela, je vais encore parler, au fait, toujours dans l'économie. Je parlerai maintenant de la technologie. Pourquoi je prends la technologie? Parce que nous tous, nous savons que la RDC, c'est un État qui est vraiment potentiel. Alors, comme ceux qui m'ont dévancé, on dit la RDC, c'est donc sur base au fait de la potentialité comme ça sur le papier, et ben la RDC elle est au fait incontournable. Oui, sur le papier, elle est incontournable. Alors, comme ça, sur le plan réel ou à la réalité, au fait, de la chose, est-ce que cela est bien concrète ou est-ce que cela est vraiment assise? Je me demande. Alors, moi, je pense que l'État, en fait, compte tenu de ressources, au fait, que l'État au fait, détient, nous avons les ressources minières, d'ailleurs. On a ça, on a le coltan, il y a l'étain, il y a le cuivre qui provient de la République démocratique du Congo. Et puis, si nous voyons déjà toutes ces ressources-là sont exploitées, en fait, chez d'autres personnes ou sont exploitées par d'autres États. Et une fois que celles-là sont exploitées, ça constitue d'ailleurs un rempart ou encore un goutte de plus au fait au développement. Vu que déjà si le développement il est bon ou si encore il est plutôt bon ou si le pays au fait se développe, c'est quand même un point pour je peux dire quoi, pour rendre l'État puissant en matière de puissance, vous voyez. Donc une fois que le développement est bon pour l'État, donc cet État-là est en marche au fait vers la puissance. Alors moi je pense que l'État doit vraiment plus au fait s'investir au fait dans le domaine aussi de la technologie. Donc dans les domaines de la technologie, il doit développer vraiment une très forte idéologie. Alors pour citer, moi je pense que le plus apte à faire serait au fait d'établir une stratégie générale, donc un plan plutôt opérationnel qui vise à mettre tous ces facteurs au fait ensemble en vue de rehausser les niveaux ou encore envie de faire quand même de la RDC une puissance au fait incontournable au niveau de l'ordre mondial. Merci. Ouf. Pas toujours facile de parler en dernier. Bon, en fait, moi, c'est Enoch Nguinama, où je suis juriste en formation. Bon, en fait, mon intervention, c'est avant midi, n'est qu'une suite logique les interventions, en tout cas impressionnantes des amis. Je vais pas trop revenir sur l'ordre mondial, tout ça. Ils ont bien défini ça, en tout cas. Mais un mot, en tout cas, un nouvel ordre mondial renvoie, en fait, à la restructuration de relations internationales et, voilà, de la gouvernance mondiale. C'est ça, en fait. C'est en gros un nouvel ordre mondial. Donc, un changement significatif dans les dynamiques politiques, économiques, machin. Alors, s'il faut parler maintenant de la RDC, en fait, comment rendre la RDC incontournable ainsi que puissant ou puissante, si vous voulez bien. Bon, en fait, madame, vous savez, les amis ont fait l'apologie des richesses, la RDC, entre autres, surtout la richesse en minéraux. C'est vrai. Mais vous savez que la plus grande richesse dont possède un État, c'est sa population. Pourquoi? Parce que premièrement, en fait, la richesse en minéraux est épuisable. Ça peut s'épuiser d'un jour à l'autre. Deuxièmement, parce que, en fait, c'est l'homme qui est censé, en fait, rendre cette richesse-là potentielle en réel, dans la vie quotidienne de la population. Parce qu'on dit qu'on est riche, tout ça, mais qu'en est-il de la vie quotidienne de la population? On ne voit rien. Les amis ont beau parler ici du problème de la gouvernance. Ce problème-là est dû à cause de l'homme. Aujourd'hui, les amis ont parlé de la sclérose institutionnelle où les institutions ne sont plus capables de s'adapter, d'évoluer. Pourquoi? À cause de l'homme. Depuis que la RDC existe, donc je vois 1960 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a fait face à ce problème-là de gouvernance. La RDC n'a pas la bonne gouvernance, où les institutions ne sont pas stables, le pouvoir politique est en fait personnifié, on ne peut pas être institutionnalisé. Tout ce problème-là, c'est le problème de l'homme. C'est le problème de l'homme, en fait. Parce que en vrai, en parlant de la bonne gouvernance, on devait, en fait, dans la pratique, voir autre chose. Parce que on parle de la bonne gouvernance lorsque, dans le fait, on voit la transparence dans la gestion de l'État. Il y a la transparence, par exemple. Il y a la responsabilité. Comment est-ce qu'on a parlé de toutes les richesses que nous avons? Comment est-ce que nos richesses sont gérées? On a besoin de rappeler ici que nos richesses sont gérées avec légèreté, avec aucune responsabilité.
Donc, tout ça fait en sorte que nous ayons ces problèmes-là de la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas la bonne gouvernance. Tout ça, c'est à cause de l'homme. Donc, s'il faut marteler un point très capital ici, c'est le problème de la formation. Investir dans l'homme. Le problème de l'éducation. Je ne suis pas les premiers, les amis l'ont évoqué ici. Mais c'est un problème qu'on doit prendre très au sérieux. Ou une question qu'on doit vraiment prendre très au sérieux. Comment investir? Réfléchir, qu'est-ce que l'on doit faire pour que l'homme congolais soit la première richesse pour son pays, même sur la sphère internationale. Ce qui importe d'abord, ce n'est pas en fait en termes de richesse que vous avez, parce que vous pouvez avoir toutes ces richesses-là, mais si vous ne savez pas vous imposer dans la sphère internationale, il n'y aura rien. La preuve en est, c'est la RDC. Malgré tout ce que nous avons, on est traité comme de moins que rien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables, en fait, de défendre nos intérêts sur la sphère internationale. Donc, alors moi, je plaide en fait, pour une formation ou soit une, comment je peux le dire, donc une attention particulière à la formation de l'homme. Parce que nous évoquons ici les dirigeants sont avares, sont des corrompus, de corrupteurs. Tout ça, ce sont des hommes qui doivent être formés efficacement. Qu'en est-il de notre éducation actuellement? Qu'est-ce que l'on enseigne dans nos écoles? Qu'est-ce que l'on dit? Quelle est même la qualité des formateurs, de ceux qui forment les autres? On doit aussi réfléchir à former les enseignants pour permettre en ce qu'il y ait en fait ces changements-là. Le patriotisme n'est pas en fait courant dans nos écoles, même dans nos universités. Il suffit juste d'entendre, je sais pas moi, étudiants, élèves, facile à détecter qu'ici il y a un problème, contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux. Donc, la question principale, c'est l'éducation de l'homme. Et s'il faut revenir sur l'économie rapidement, madame, si vous me permettez, en fait, les problèmes de l'économie de l'RDC, c'est aussi parce que l'économie n'est pas diversifiée. Il faut avoir beaucoup de richesses, mais si vous ne savez pas diversifier l'économie, c'est impossible qu'il y ait la promotion, en fait, du développement économique, si vous voulez. Je prends l'exemple d'un État ici, l'État qatari, le Qatar. Le Qatar, il y a cela 3 décennies, avait ce problème-là. Le seule richesse qu'ils possédaient, c'était l'or noir et leur blé. Mais les hommes ont réfléchi comment diversifier l'économie. Aujourd'hui, on voit le Qatar être un centre de tourisme. En tout cas, petit à petit. Tout ça, c'est parce qu'ils ont su comment diversifier leur économie. Et c'est ce que nous, on est aussi censé faire. Chercher à diversifier notre économie. Ici, en fait, ça devait être un centre du tourisme à la RDC. Parce qu'on a tout ce dont on a besoin, ou tout ce dont, disons, tout ce qui est nécessaire pour que cet État soit un centre du tourisme. Aujourd'hui, il y a des États comme ça qui ne vivent qu'avec le tourisme. Ils vivent très bien. Donc, le tourisme, aujourd'hui, à part cela, je peux aussi, on a parlé de la coopération. Oui, la coopération internationale ou régionale. Mais en fait, le grand problème de notre pays, c'est le problème d'agenda. On n'a pas une feuille de route. Nous allons des organisations en organisation, sans avoir une feuille de route. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Aujourd'hui, il faut faire un bilan de toutes les organisations dans lesquelles nous appartenons. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons apporté? C'est un problème majeur que nous ne parlons pas. S'il faut parler aussi des infrastructures, par exemple. Une question très importante aussi, qui est donc même une suite logique de l'adhésion dans les organisations. Parce que lorsque nous adhérons dans les organisations, nous visons entre autres aussi, par exemple, les échanges commerciaux, tout ça. Mais les échanges commerciaux passent par des routes, par des ports, par des aéroports, tout ça. Mais quel est en fait le niveau de route en République démocratique du Congo? Il y a aussi un problème. Alors s'il faut cheater, parce que je vais être très limpide, en fait, moi je plaide pour la formation, aussi bien des élites, aussi bien de gouvernés que de gouvernants. Je préfère m'arrêter là. Merci. Merci. Il manque une personne. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, notre sujet du jour, c'est comment faire de la RDC un État puissant dans les nouvelles ordres mondiales. Alors, j'ai suivi les amis avec une pertinence. Nous avons constaté aussi quelques amalgames autour du sujet du jour. Alors, de cette thématique, il découle 3 concepts principaux. Il y a le concept power, de puissance, et le concept RDC et nouvel ordre mondial. Alors, nous pouvons décrire d'abord chaque concept pour faire une analyse de cette thématique. De cela, je vais commencer par décrire d'abord le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Parce que j'ai suivi les amis parler du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, en fait, hormis tout ce qu'ils ont parlé de guerre mondiale, tout ça,
nouvel ordre mondial débute à partir de 1995 par l'accord de Marrakech, entré en vigueur en 1994, entré en vigueur en 1995. D'où il y a eu la création de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui a engendré la mondialisation. Et c'est la mondialisation qui nous donne aujourd'hui ce que nous appelons nouvel ordre mondial. Alors, dans la mondialisation, nous avons 3 éléments de la mondialisation. Nous avons l'internationalisation, la globalisation, d'où nous parlons que le monde est devenu un village planétaire, et nous avons la participation. Maintenant, comment participer à la mondialisation? Pour participer à la mondialisation, il faut produire. Vous produisez, vous venez vendre sur la scène internationale. Comment fait la Chine? Parce que les Allemands ont vécu les appels de la Chine. La Chine, les États-Unis, tout ça. Vous venez vendre. Vous venez vendre sur l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Vous vendez sur l'OMC, selon ses règles. On vend là maintenant, vous apportez des devises. Les devises là maintenant vont vous permettre, nous, État qui la RDC maintenant, va nous permettre de créer les industries de construction de bombes atomiques, des armes nucléaires, des réacteurs nucléaires, des agences spatiales et des centres de lancement des fusées spatiales, des industries agroalimentaires. Et lorsque nous avons même des bombes biologiques, lorsque nous avons ces éléments-là, ça fait de nous un État puissant. Parce qu'on ne peut pas parler de la puissance parce que nous avons des richesses, tout ça, non. On peut parler de la puissance lorsque nous mettons aussi les éléments de dissuasion. Entre autres, des armes nucléaires, des bombes, des fusées, des satellites, tout ça, ce sont des critères de puissance. Et nous construisons aussi des centres cinématographiques et des industries musicales. Pourquoi j'ai évoqué l'industrie musicale? Parce que nous sommes sans ignorer aujourd'hui que les États-Unis, si elle est devenue États-Unis aussi, c'est par rapport à sa culture. Ils nous ont fait peur à travers des films de Rambo, de commando. Vous allez voir un commando entrer dans un village, terminer tout le monde et en sortir. C'est à travers des films. Et puis, en réalité, ils viennent nous montrer cela à travers des films. Alors, nous aussi, si nous voulons être puissants, construisons ces histoires-là parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se battre avec les Rwanda si on n'a pas des armes. On ne peut pas se battre avec l'Angola si on n'a pas des armes. On ne peut pas contrôler notre espace aérien si on n'a pas de satellites. On ne peut pas contrôler l'espace de la RD si on n'a pas de satellites. On ne saura pas ce qui se passe à l'est, on ne saura pas ce qui se passe à l'ouest, ce qui se passe au nord. On ne saura pas. Il faut avoir des satellites. Si on n'a pas de satellites, on ne sera pas puissant. Même les potentiels de richesses que vous évoquez ici, on ne sera jamais puissant. Comment maintenant arriver à produire pour participer à la mondialisation, soit une nouvelle ordre mondiale? Il faut former l'homme. Nous parlons que la RDC est riche en termes de ressources humaines. Mais il ne faut pas oublier, dans la ressources humaines, il y a ce qu'on appelle la qualité et la quantité. Alors la qualité de la RDC est trop faible. Nous prenons en termes d'éducation. Les taux des Congolais instruits, si je ne m'abuse pas, c'est moins de 50%. C'est moins de 50% les Congolais instruits. Alors il faut d'abord instruire les Congolais, leur expliquer comment produire les services et les biens, parce que les services peuvent être invisibles ou visibles. Cela nous donne maintenant des éléments dont on peut parler de la puissance. Sans ces éléments-là, on ne peut jamais parler de la puissance de la RDC. Qu'il pleuve, qu'il neige, on ne parlera jamais de la puissance. Parce que si aujourd'hui nous parlons que les États-Unis sont puissants, parce qu'il y a des éléments économiques, militaires, technologiques, tout ça qui entrent en jeu. Mais si nous n'avons pas ces éléments-là, on reste sous nos ressources naturelles, tout ça, on ne sera jamais puissant. Parce que ces ressources naturelles, il faut les transformer en produits finis. Pour les transformer, il faut avoir des industries des technologies pour les transformer. S'il n'y en a pas, on ne sera jamais transformé. Alors, je ne sais pas si on a l'état des débats. Nous allons débattre avec les amis. S'il n'y a pas le temps, à la prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces sujets-là. On n'a pas le temps. Bon, merci, madame. Je pense que la technique me signale qu'on n'a plus assez de temps. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de débat. Les désirs de voir la RDC être amputée d'une partie de son espace constituent un casus belli de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En parlant de comment faire de la RDC un État puissant et incontournable dans le nouvel ordre mondial, il n'y aura pas 1001 solutions que de quitter le camp de proie et devenir un prédateur.
Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis au revoir avec le même plaisir.